le 23 mars 1945, à 11 heures du matin, dans une plaine au nord de Speer, en Allemagne. Le jeune Edward Allen Carter gisait immobile derrière un talus de terre. Le sang suintant de ses 5 blessures par balle imprégnait son uniforme. Son fusil mitrailleur Thompson M1A1 était écrasé sous lui, et des mouches couvraient son visage. Mais lui, il ne bougeait pas d'un pouce, pas même un battement de cils. Il retenait sa respiration au maximum, si peu que sa poitrine ne se soulevait presque plus. À 30 mètres, 8 soldats allemands fixaient sa position. Ils étaient convaincus que Carter était mort. Il y a 2 heures, ils l'avaient vu se faire faucher par une mitrailleuse, son bras gauche et sa jambe gauche, tomber dans le tucan, non plus bouger. À cet instant, les Allemands hésitent à s'approcher pour examiner ce cadavre. Personne ne sait que ce soldat noir, apparemment mort, a déjà connu 3 batailles. Il se battait en Chine à 15 ans. À 21 ans, il est parti en Espagne pour combattre le fascisme. Aujourd'hui, à 29 ans, il se bat jusqu'au sang sur le sol allemand. Il parle couramment 4 langues, a été de garde dans l'armée nationale révolutionnaire chinoise, et a survécu à 2 ans de lutte à mort à Lincoln. Afin d'aller au front, il a accepté de passer du statut d'officier à celui de simple soldat, en raison de la politique de ségrégation raciale de l'armée américaine à l'époque. Les soldats noirs se voyaient refuser de participer aux combats de première ligne, et Carter, qui saignait abondamment à cet instant, s'apprêtait à utiliser une feinte que même un enfant connaît, faire le mort, pour la transformer en une attaque mortelle. Ce coup ne lui sauverait pas seulement la vie, mais lui permettrait également de récupérer des renseignements cruciaux, permettant à l'armée américaine de prendre la ville le lendemain avec de très faibles pertes. En 1916, Carter est né à Los Angeles. Ses parents étaient missionnaires. Il a passé la majeure partie de son enfance à l'étranger, d'abord en Inde, puis en Chine. À 14 ans, il est entré dans une école militaire internationale à Shanghai. Les instructeurs venaient d'Allemagne, les 3 puissances, Angleterre, France. Carter apprenait les langues, aussi facilement que d'autres enfants apprenaient l'arithmétique. Il a appris l'hindi dans la rue, le mandarin avec ses camarades, l'allemand auprès de son instructeur, et parlait anglais à la maison. 28 janvier 1932, l'armée japonaise envahit Shanghai. Carter, âgé de 15 ans, depuis la fenêtre de son dortoir, a vu la ville entière en proie aux flammes. 3 jours plus tard, il quitte l'école, ment sur son âge, et rejoint l'armée nationale révolutionnaire de Chiang Kai-shek. L'officier recruteur lui demande s'il s'est tiré. Il a dit qu'il le ferait. L'officier de recrutement lui a tendu un fusil, et a pointé les positions japonaises près de Zabei. Pendant les 6 semaines suivantes, Carter s'est battu dans les rues de Shanghai. Parce qu'il savait lire les cartes et traduire les renseignements interceptés par radio. L'armée chinoise l'a promu exceptionnellement au poste de sentinelle. Quand l'école l'a retrouvé et l'a renvoyé de force aux États-Unis, il n'avait que 16 ans, mais il avait déjà plus d'expérience de combat que la plupart des soldats n'en verront jamais. 5 ans plus tard, Carter posa le pied sur le sol espagnol. La guerre civile espagnole éclata en 1936 et dura jusqu'en 1937. Des volontaires du monde entier rejoignirent les brigades internationales pour combattre les nationalistes de Francisco Franco. Carter rejoignit la brigade Lincoln, composée de volontaires américains. Il se battit dans les collines près de Madrid. Il versa son sang à Jarama et à Brunette. Il portait un fusil à verrou. J'ai parfaitement compris que la guerre n'a rien de romantique. La probabilité qu'un soldat meure d'une infection est aussi élevée que celle de mourir d'une balle. Les vies englouties par les tirs d'artillerie sont bien plus nombreuses que celles que le courage peut sauver en 1938. La situation de la République espagnole s'est effondrée. Carter a évacué avec les volontaires américains restants. Mais quand il est revenu aux États-Unis, le FBI lui a immédiatement ouvert un dossier. L'étiquette sur son dossier était aveuglante. Antifasciste précoce. Ce qui signifie qu'avant que le gouvernement américain ne considère les fascistes comme des ennemis, il avait déjà pris les armes contre le fascisme. Cette étiquette l'a accompagné toute sa vie. Le 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor. Carter, alors âgé de 25 ans, s'engagea immédiatement. Son expérience au combat était plus riche que celle de la plupart des officiers américains. Sa maîtrise courante de l'allemand était un atout inestimable pour le renseignement, mais l'affectation de l'armée américaine lui asséna une gifle retentissante. Il a été affecté au 3535 bataillon de camions de ravitaillement. Il a conduit pendant 3 ans. La raison est simple et cruelle. Il était noir. À cette époque,
l'armée américaine pratiquait la ségrégation raciale. Les soldats noirs ne pouvaient que conduire des camions et creuser des latrines. Il leur était absolument impossible de se rendre sur les lignes de front. La majeure partie des années 1942, 1943 et 1944, Carter livrait des munitions aux soldats en première ligne, et des rations. Et cette guerre, il l'avait lui-même demandée. Le tournant s'est produit en décembre 1944, lors de la bataille des Ardennes. La contre-offensive allemande a provoqué une crise de troupes sans précédent pour les Américains. Le front avait un besoin urgent de renforts d'infanterie. Le général Eisenhower a approuvé un plan d'autoriser les soldats noirs du service logistique à se porter volontaires pour des postes de combat, mais à une condition humiliante. Tout soldat noir qui se porterait volontaire pour le combat devrait accepter d'être rétrogradé. C'est ainsi que Carter, qui commandait alors une unité de camions, apprit qu'il devait d'abord devenir simple soldat s'il voulait se battre. Il accepta sans hésiter. Plus tard, Carter dit à ses camarades que le grade ne comptait pas, qu'il suffisait de le laisser aller au combat. En janvier 1945, Carter fut affecté au 7e corps d'armée, au sein de la première compagnie d'infanterie temporaire. C'était une unité entièrement composée de volontaires noirs issus des troupes logistiques, rattachés au bataillon du 56e régiment blindé de la 12e division blindée. Le leadership de Carter était trop éblouissant. 3 semaines après son arrivée, il fut de nouveau promu au rang de général de brigade. En mars, la 12e division d'infanterie, sous le commandement du général de brigade, traversa le sud de l'Allemagne pour atteindre le Rhin. Le 23 mars, l'objectif de l'unité était unique, prendre Spire. Avant que les Allemands ne fassent sauter le pont, il faut tenir ce passage clé sur le Rhin. À 8h30 du matin, Carter saute sur le pont d'un char M4 Sherman et se dirige vers Speard, le long de la route. Le char traverse une plaine agricole ouverte, sans aucune couverture. La visibilité est excellente. Le temps est clair et froid. L'équipement de Carter est simple et efficace. Un pistolet mitrailleur Thompson, avec un chargeur de 50 cartouches. Un pistolet Colt M1911A1. Une gourde. Et une trousse de premier secours, contenant du soufre en poudre et des pilules. L'équipement complet pèse environ 16 kilos. Le coup de feu du destin retentit brusquement à 8h32. Le char Sherman en tête de colonne explosa soudain en une boule de feu. D'abord, un bruit sourd d'explosion, suivi du sifflement strident du métal tordu. Carter et les autres soldats qui les accompagnaient sautèrent instantanément du véhicule pour se mettre à l'abri derrière l'épave du char. Quelques secondes plus tard, les balles de mitrailleuse s'abattent sur la route comme une averse. C'est un MG4 allemand, et le rugissement de la mitrailleuse a une cadence de tir allant jusqu'à 1200 coups par minute. Le son ressemble au bruit sec d'un tissu grossier qu'on déchire. Les balles frappent le blindage du Sherman, faisant jaillir des étincelles, et soulèvent des nuages de poussière sur le bord de la route. Le chef de section de Carter pointe brusquement un entrepôt à 300 mètres à l'ouest. Les renseignements indiquent que les Allemands utilisent cet entrepôt comme un point d'appui solide. Le bruit de cette mitrailleuse MG42 vient de là. Mais entre la route et l'entrepôt, il y a un champ plat et découvert. Pas d'arbres, pas de fossé, même pas un rocher où se cacher. Le chef de section ordonne à Carter de prendre 3 hommes pour reconnaître la situation ennemie de l'entrepôt, déterminer combien il y a d'Allemands à l'intérieur, la position exacte des nids de mitrailleuses, et si cet entrepôt peut être contourné, ou s'il faut l'attaquer de front. 4 hommes ont abattu 3 soldats. Les 4 hommes traversent le champ en formation dispersée. Ils courent quelques pas puis s'allongent. Ils observent un instant avant de repartir en courant. À 20 mètres de là, le premier soldat est touché par une balle de fusil. Il tombe sans un bruit. Les 2 autres se mettent instantanément à couvert. Mais Carter ne s'arrêta pas. À 60 mètres, le 2e soldat fut touché. Il cria et tenta de ramper jusqu'à la route. Le 3e soldat fit demi-tour et s'enfuit en courant. Carter se retrouva seul dans le champ. Il ne recula pas. Il continua d'avancer. Le MG42 ouvre de nouveau le feu. Ce n'est pas un tir de précision, mais un tir de suppression qui balaie tout le champ. Carter s'effondre brusquement et commence à ramper. Il reste 70 mètres jusqu'à l'entrepôt. La portée des fusils allemands est à sa limite. Une balle frappe le bras gauche de Carter. Le choc de la batte de baseball l'a frappé durement. Tout son bras est devenu engourdi instantanément. Il a roulé sur la droite et a continué à ramper en avant. Une autre balle
a touché son bras gauche près de l'épaule. Le bruit sec des os qui se brisent a résonné clairement dans ses oreilles. La troisième balle atteint le haut de son bras gauche, au-dessus du coude. Son bras gauche entier était inutilisable. Il ne pouvait même plus bouger ses doigts. Carter a finalement réussi à ramper jusqu'à une petite butte de terre. C'était une petite pente créée par les roues des véhicules, haute d'à peine 30 cm. Il s'est roulé derrière la butte et a plaqué son corps au sol. L'abri que ce talus peut offrir est minime. Mais c'est le seul endroit où se cacher dans tout le champ. Il essaie d'atteindre sa gourde avec sa main gauche, mais sa main gauche ne répond pas. Il doit donc passer sa main droite par-dessus son corps, pour décrocher la gourde de sa ceinture. Mais au moment où il porte la gourde à ses lèvres, la quatrième balle lui traverse la main gauche. Il a aussi fait exploser la bouilloire. L'eau et le sang se sont mélangés et l'ont aspergé de partout. Pire encore, la cinquième balle s'est logée dans sa jambe gauche. Carter était dans une impasse totale. Impossible d'avancer, impossible de reculer. Il ne pouvait même plus se tenir debout. Les Allemands connaissent parfaitement sa position. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il n'envoie des patrouilles vérifier les résultats, ou qu'il n'appelle l'artillerie pour raser cette berge avec lui. Mais Carter a un autre avantage. Les Allemands pensent qu'il est mort. Un homme touché en terrain découvert. C'est absolument impossible que ça constitue une menace. Carter prit sa décision. Il plongea la main dans sa trousse de secours, et en sortit un sachet de poudre de soufre. Il déchira l'emballage avec ses dents, et versa toute la poudre sur la blessure de son bras. Une douleur atroce le saisit instantanément, une brûlure lancinante comme si on lui versait de l'acide fort. Il serra les dents, et appliqua de la poudre de soufre sur la blessure de sa jambe, puis avala 2 comprimés de soufre sans eau. Ensuite, il commença à préparer son piège mortel. Il s'allongea sur le dos, étendant son bras gauche inutilisable, et plaça le pistolet mitrailleur Thompson sous lui, afin de ne pas être découvert par les Allemands, pour que sa main droite puisse toujours atteindre la poignée. Il ajuste l'angle de sa tête, pour que son visage soit exposé, mais il plisse les yeux en fente, afin de bien voir ce qui se passe dehors, tout en donnant l'impression qu'il dort encore. Puis il reste immobile. Il est 9 heures du matin pile. Carter ne savait pas combien de temps les Allemands allaient tarder. Il contrôlait sa respiration avec acharnement, ne respirant que très superficiellement par le nez. Sa poitrine ne bougeait presque pas. Une mouche se posa sur son visage. Sur sa blessure, il réussit à ne pas bouger, sans la moindre réaction. Le soleil montait de plus en plus haut. La température remonte doucement. Le sang de la blessure suinte toujours, mais le débit a ralenti. Le soufre a fait effet. La plaie commence à coaguler. La douleur dans ses bras et ses jambes arrive par vagues, submergeant sa conscience comme la marée. Il ne peut se concentrer que sur le son de son propre cœur, le son des secondes qui s'écoulent. Il ne savait plus combien de temps avait passé. Il avait même oublié de compter. Le temps s'étirait et se contractait comme un élastique. La plaine était d'un silence de mort. Seuls les bruits lointains et vagues de l'artillerie, et les tirs de fusils occasionnels provenant d'autres zones de combat. Carter tendit l'oreille pour écouter les bruits de pas, mais il entendit d'abord des voix. C'était de l'allemand venant de l'entrepôt. Les paroles étaient indistinctes, mais le ton était décontracté. Pas de méfiance, pas de tension, comme s'il bavardait. Carter comprenait l'allemand. Il a capté quelques mots. Quelqu'un parlait de cet Américain étendu par terre. Quelqu'un riait, et quelqu'un a suggéré qu'il faudrait fouiller ce corps. Voir s'il y avait des renseignements ou quelque chose de valeur. Les voix se rapprochaient. Carter continuait de respirer superficiellement. Il a jugé, d'après le nombre de voix et le rythme des pas, qu'ils étaient 8 au total. Il marchait très lentement, sans se presser, plein de confiance. Les pas sont arrivés près du Tucan. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Des pas se sont arrêtés juste au-dessus de sa tête. Quelqu'un a dit en allemand qu'il était mort. Un autre s'est approché et a donné un coup de pied dans la botte de Carter. Tous les muscles de Carter se sont tendus. Une douleur aiguë lui a traversé la blessure à la jambe, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Une main s'est tendue vers son épaule. Il cherche probablement sa plaque d'identité, ou quelque chose de précieux. C'est maintenant. Carter ouvrit brusquement les yeux. Droite. Sa main agrippa la crosse du pistolet mitrailleur Thompson sous lui. Il tira l'arme de sous son corps. Les 8 soldats allemands étaient tous à moins de 5 mètres.
Carter se redressa brusquement et appuya sur la détente. Le Thompson le frappa à l'épaule avec sa crosse. Les détonations à bout portant lui firent bourdonner les oreilles. Il ne tira pas en rafale, mais par courtes rafales précises. 3 balles pour changer de cible, encore 3, puis on change. Les 3 premières balles ont touché. 3 soldats allemands sont tombés sur le coup. Les 4e et 5e soldats allemands venaient de se retourner pour fuir, quand il les a touchés par derrière. Le 6e soldat allemand n'a fait que 3 pas, avant que son dos ne soit transpercé par une rafale de balles. Moins de 4 secondes. 6 soldats allemands sont morts. Carter a tiré 18 balles au total. Il lui restait 12 balles dans son chargeur. Les 2 soldats allemands restants étaient abasourdis. Ils ont jeté leurs fusils et ont levé les mains en l'air. L'un d'eux a crié à l'aide. « Pitié, nous nous rendons. » L'autre restait là, bouche bée. Carter les pointait avec son Thompson. Il luttait pour se relever. Sa jambe gauche fléchit. Il faillit tomber. Il se rattrapa vite en s'appuyant sur sa main droite, puis utilisa le canon de son pistolet mitrailleur pour s'appuyer. Il se redressa avec difficulté. Son allemand était fluide et naturel, sans le moindre accent. Jetez vos armes par terre. Levez bien haut les mains. Les 2 soldats allemands obéirent sans discuter, jetant leur fusil 98K assez loin. Carter décela immédiatement leur confusion. Un soldat américain noir. Comment peut-il parler un allemand si parfait? Mais Carter n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Le MG-42 en direction de l'entrepôt tirait toujours. Le mitrailleur n'avait visiblement pas vu le changement de direction ici, et continuait de tirer sur les Américains sur la route. Carter regarda la distance entre lui et la ligne de défense américaine. Les 100 mètres restants sont une zone dégagée sans aucune couverture. S'il repartait seul, les balles de la MG-42 le cribleraient. S'il repartait avec ses 2 prisonniers, rien ne garantit qu'il ne profiterait pas pour se rebeller ou s'enfuir. Carter eut alors une autre idée risquée. Il fit placer le premier prisonnier juste devant lui, dans la gueule du Colt. Il est presque collé au dos de l'autre, et il fait suivre le 2e prisonnier juste derrière lui. Un bouclier humain parfait. Carter est au milieu. Le prisonnier de devant bloque les tirs venant de l'entrepôt. Celui de derrière bloque les attaques surprises par derrière. Il dit aux 2 prisonniers de marcher lentement et de ne pas courir. Cette étrange formation de 3 personnes commençait à se diriger vers la ligne américaine à l'est. Pendant qu'il marchait, Carter n'est pas resté inactif. Il a commencé à interroger les prisonniers. Ses questions portaient sur des informations tactiques cruciales, d'une précision effrayante. Il y a 3 mitrailleuses MG-42 dans l'entrepôt. Où sont les canons anti-chars? 2 canons anti-chars PX-4 de 75 mm en losange. Un dans le nord-ouest de l'entrepôt. Un dans le sud-est. Combien d'Allemands y a-t-il au total? 40 à 60 hommes. Y a-t-il des abris? Oui, il y a un abri de commandement à 200 mètres à l'ouest de l'entrepôt. Carter a continué d'interroger. Il a également fait confirmer les dépositions des 2 prisonniers l'un par l'autre. Les réponses des 2 étaient parfaitement identiques. Ils ont marché pendant 10 minutes. La jambe gauche de Carter traînait par terre. À chaque pas, une giclée de sang jaillissait de la blessure. Son uniforme était complètement imbibé de sang de la taille vers le bas. Les 2 prisonniers étaient terrifiés. Ils obéissaient sagement, n'osant faire le moindre mouvement. Lorsqu'ils sont finalement arrivés à la ligne de défense américaine, les soldats cachés derrière le char Sherman détruit se sont rassemblés autour d'eux. Un officier, fusil à la main, s'est approché prudemment de Carter, a donné son identité et a livré les 2 prisonniers. L'officier a immédiatement appelé les infirmiers, mais Carter a refusé. Il fallait d'abord transmettre les renseignements pour sauver des vies. 5 minutes plus tard, l'officier de renseignement du ministère de la Justice est arrivé. Carter a terminé son rapport debout. Il a indiqué l'emplacement exact et la distance de 3 mitrailleuses MG-42. Il a indiqué l'emplacement de 2 canons anti-chars PAC-40. Il a localisé le bunker de commandement. Il a même estimé les effectifs allemands. L'officier de renseignement a noté, tout en marquant les coordonnées sur la carte. Puis il a immédiatement transmis les informations au bataillon d'artillerie. Moins de 20 minutes plus tard, l'artillerie américaine se mettait à rugir. Les obus sont tombés précisément sur les coordonnées fournies par Carter. Ce n'est qu'après avoir terminé son rapport que Carter a autorisé les infirmiers à s'approcher. Il n'a plus pu tenir et s'est effondré sur la civière.
Un infirmier a coupé son uniforme et a retenu son souffle. 5 blessures par balle, 3 sur le bras gauche, une traversant la main gauche, une sur la jambe gauche. Les 2 blessures au bras sont des plaies transperçantes. L'os de la main gauche a été pulvérisé. La blessure transperçante à la jambe gauche est encore plus dangereuse. La balle n'était qu'à 1 cm de l'artère osseuse. Un infirmier, lui, a injecté de la morphine. Il a perdu du plasma. Puis il a été transporté d'urgence à l'hôpital de campagne à 6 km de là, sur la table d'opération. Alors que le médecin nettoyait et suturait la plaie, il a découvert que le cou et la poitrine de Carter retenaient des éclats de métal. Ces fragments ne datent pas de la bataille du 23 mars, mais sont d'anciennes blessures. Il s'agit très probablement d'éclats datant de son époque en Chine ou en Espagne. Les médecins ont décidé de ne pas retirer ces fragments. Le risque de l'opération est trop grand. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Ces éclats de métal accompagneront Carter pour le restant de ses jours. Carter a survécu. Il a passé 6 semaines à se remettre. Et les renseignements qu'il a rapportés ont joué un rôle décisif pendant ce temps. L'artillerie américaine a complètement détruit 3 positions de MG-42 dans l'entrepôt et 2 canons anti-chars PSC-40. Le 24 mars, les chars américains ont percé sans difficulté les lignes allemandes et sont entrés dans la ville de Sfax. Toute la ville a été conquise. Les pertes américaines ont été bien moindres que prévu. Les commandants de bataillon ont unanimement reconnu que les renseignements de reconnaissance de Carter avaient sauvé d'innombrables vies. Le commandant de Carter a demandé sans hésiter sa médaille d'honneur du Congrès, la plus haute distinction militaire américaine. Le dossier de candidature était complet, avec des rapports de combat, des témoignages oculaires et les procès-verbaux des interrogatoires des officiers de renseignement. Les dossiers de candidature ont été transmis niveau par niveau, mais en mai 1945, cette demande a été rejetée. Carter n'a finalement reçu qu'une croix de service distinguée, un grade en dessous de la médaille d'honneur. Dans les archives officielles, il n'y a aucune explication concernant cette rétrogradation, mais les historiens ont déjà donné la réponse. Il y a 2 raisons. Premièrement, le racisme systémique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aucun soldat noir n'a reçu la médaille d'honneur du Congrès. Ce n'est qu'en 1997 que l'armée américaine a réexaminé les archives historiques pour corriger cette erreur absurde. Les sombres antécédents du second Carter, l'étiquette de sympathisant communiste que lui avait collé le FBI, a été un dard qui a traversé toute sa carrière militaire. Simplement parce qu'il avait participé à la guerre civile espagnole, dans sa jeunesse. Cet exploit au combat dans la bataille sanglante de Verdun est devenu sa preuve de culpabilité. Carter tenta de se réengager en 1949. Mais l'armée américaine rejeta sa demande passionnée. La raison invoquée était vague, mentionnant seulement des raisons de sécurité. La vraie raison restait ce dossier, du FBI. À cette époque, le macartisme prenait de l'ampleur. Tous vétérans ayant participé au Lincoln Brigade, ils ont tous été inscrits sur liste noire. Non seulement ils ne peuvent pas s'engager dans l'armée, mais ils ne trouvent même pas de travail au gouvernement. Les exploits de Carter, ces médailles ne valent rien face à cette liste noire. Son engagement en 1937 dans la lutte antifasciste en Espagne est devenu à la place une tâche sur son dossier. Carter est retourné à Los Angeles. Il a trouvé un travail modeste. Il s'est marié et a eu des enfants. Son fils s'appelait Edward Carter Jr. Il parlait rarement de la guerre. Ses proches savaient seulement qu'il avait été soldat, mais personne ne savait qu'il avait, dans les plaines allemandes, à lui seul, renversé le cours d'une bataille. Les éclats de métal dans sa poitrine est devenu un cauchemar qui le tourmentera toute sa vie. Les éclats rouillent lentement dans son corps, libérant des toxines qui le font souffrir de maladies chroniques pendant des années. En 1963, Carter a été diagnostiqué avec un cancer du poumon. Les médecins ont dit que la cause était ces éclats logés dans sa poitrine. Pendant plus de 20 ans, ils étaient en lui, détruisant silencieusement sa santé. Le 30 janvier 1963, Edward Allen Carter Jr. est décédé à l'âge de 46 ans. Il fut enterré au cimetière Evergreen de Los Angeles. Son fils se souviendra plus tard que Carter a pensé jusqu'à sa mort. Son propre pays l'avait trahi. Nous sommes en 1993. L'armée américaine lance enfin une enquête spéciale
pour réexaminer toutes les médailles décernées aux soldats noirs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs de l'université de Shaw ont parcouru des tonnes d'archives pour identifier les soldats qui auraient dû recevoir la médaille d'honneur du Congrès, mais n'avaient reçu que des décorations de rang inférieur. Carter était l'un de ces 7 hommes. Le 13 janvier 1997, la Maison-Blanche a organisé une cérémonie de remise de médailles en retard. Le président américain de l'époque, Bill Clinton, a décerné la médaille d'honneur du Congrès à 7 vétérans noirs de la Seconde Guerre mondiale. 6 d'entre eux étaient déjà décédés. Edward Carter Jr. représentait son père. Il a reçu cette lourde médaille. La citation de la médaille y inscrivait mot pour mot les détails de la bataille du 23 mars 1945. Carter traversa le terrain découvert sous le feu, recevant 5 balles, et abattant 6 ennemis, 2 prisonniers, obtention de renseignements cruciaux. La citation se termine ainsi, pour son héroïsme extraordinaire et son esprit de sacrifice. Dans la capture de Carter, il a fait honneur à lui-même, à son unité et à l'armée des États-Unis. Le jeune Edward Carter tient la médaille à 2 mains, incapable de prononcer un mot. Son père a attendu 51 ans, 9 mois et 21 jours pour recevoir cette reconnaissance tardive. Et Carter lui-même ne le saura jamais. Il avait quitté ce monde avec regret. 34 ans avant la cérémonie de remise de la médaille, Carter a été intercepté dans les champs près de Sia. Les renseignements obtenus ont permis à l'armée américaine de réduire ses pertes dès le lendemain. La tactique qu'il a utilisée, feindre la mort pour tromper l'ennemi, n'est enseignée dans aucun manuel militaire. C'est l'intelligence née du désespoir. Une tactique distillée de l'abattement. 6 soldats allemands sont morts. 2 soldats allemands ont été capturés. Une ville fut conquise avec succès. L'armée américaine a mis un demi-siècle pour enfin admettre une vérité évidente. Carter méritait la plus haute distinction. Aujourd'hui, cette médaille est précieusement conservée dans une vitrine par le fils de Carter. L'histoire est enfin consignée, mais Carter ne la verra jamais. C'est une histoire inachevée. Un soldat qui a fait 3 guerres, et qui parlait 4 langues. Un guerrier qui a accepté d'être rétrogradé pour aller au front. Un héros discriminé à cause de sa couleur de peau, et ostracisé pour son antifascisme. Un vétéran dont la santé a été brisée par les éclats d'obus d'une nation, et qui est mort de sueur froide. Le jeune Edward Carter, le 23 mars 1945, dans un champ près de la banlieue de Fayal. Il avait déjà gagné la médaille d'honneur du Congrès. Mais ce n'est que le 13 janvier 1997 qu'il l'a réellement reçue. Il était décédé depuis 34 ans à ce moment-là. Si le jeune Edward, l'histoire de Dewa Allen Carter vous a touché, veuillez aimer pour nous soutenir et permettre à plus de gens de connaître cette histoire oubliée. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous publions chaque jour des histoires méconnues. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous venez et partagez votre histoire familiale. Des membres de votre famille ont-ils participé à la Seconde Guerre mondiale? Merci d'avoir regardé. Edward Allen Carter mérite d'être commémoré. Ces hommes ont tout donné pour la liberté des générations futures. Et vous, en regardant, en aimant et en partageant, vous perpétuez leur mémoire. Jamais oublié.